Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des effets de l'impérialisme linguistique anglo-saxon dans les sociétés francophones, de son interférence avec la culture et des conséquences de notre colonisation spirituelle dans les domaines scientifiques et techniques. Ces sujets peuvent paraître distants, voire abscons pour le citoyen lambda, bien que chacun puisse en mesurer les prolongements sur les productions francophones. Je vais maintenant mettre le doigt sur d'autres aspects de ce phénomène qui ont ou auront un impact important sur notre portefeuille. J'entends ici notre argent et donc sur notre pouvoir d'achat, notre niveau de vie et sur nos libertés individuelles. Il est désormais impossible de l'ignorer. Cependant, comme vous allez vous en rendre compte, je vais heurter de front des croyances qui se sont enracinées progressivement dans nos sociétés depuis une bonne cinquantaine d'années. Je vais donc être politiquement très incorrect et surtout mettre en doute les messages des médias de grande diffusion aux yeux desquels je vais me transformer en hérétique, méritant l'excommunication ou au mieux la censure des médias qui sont sous la houlette des États-Unis et de tous leurs collaborateurs zélés dans tous les pays du monde occidental. Heureusement, d'autres solutions existent pour maintenir la diffusion des messages d'impératifs français. Je prends donc ce risque. La vérité de nos jours est souvent censurée quand elle perturbe l'ordre établi, même si cet ordre repose en partie sur le mensonge. Neil Ferguson est un chercheur britannique à l'Imperial College de Londres. Au début de l'année 2020, peu après les premières alertes concernant l'épidémie de Covid-19, celui-ci se lança dans la modélisation mathématique de cette épidémie pour en prévoir l'évolution. En mars 2020, il fit le tour des capitales européennes. À Stockholm, il dit aux Suédois qu'ils auraient 100 000 morts s'ils ne confinaient pas la population du pays. Ils n'ont pas suivi ses conseils et n'ont eu que 6 000 morts pendant la première épidémie correspondant à la souche virale d'origine de mars à mai 2020. Le 12 mars 2020, le président français Macron reçut son conseil scientifique constitué à la hâte. Le président de ce conseil scientifique fut et est toujours un certain Jean-François Delfraissy, qui lui présenta les prévisions de Ferguson pour la France. De 300 000 à 500 000 morts si on ne confine pas la population. Le confinement fut aussitôt décrété. Apparemment, le seul mérite de Ferguson est d'être anglais. Il parle la langue de la science, qui, apparemment, est le seul facteur qui fut pris en compte. En effet, si l'on avait simplement vérifié le CV de Ferguson et la validité de ses prédictions antérieures, on aurait été particulièrement édifié. En 1996, Ferguson avait prédit qu'il y aurait 136 000 morts dues à la maladie de la vache folle, l'encéphalite spongiforme ou maladie de Creutzfeldt-Jakob. En réalité, il n'y en eut que quelques dizaines, dont 27 en France. En 2001, les délires mathématiques de Ferguson ont conduit à l'abattage de 6 millions de têtes de bovins pour contenir une épidémie de fièvre afteuse alors que seuls 2000 cas furent recensés en tout et pour tout. En 2004, Ferguson avait prévu que la grippe aviaire ferait 200 millions de victimes. En fait, seuls 200 morts furent recensés. Lors de la première épidémie de Covid-19 en France, en mars, avril et mai 2020, et de loin la plus sérieuse parmi tous les variants qui se sont succédés par la suite, on dénombra environ 30 000 morts, loin des 500 000 annoncés par Ferguson. Il faut néanmoins noter que 30 000 est un chiffre éminemment fallacieux, puisque 94% des gens qui moururent après avoir été testés positifs à la Covid avaient déjà d'autres pathologies lourdes et étaient donc affligés par d'autres facteurs de comorbidité. Si Ferguson n'avait pas été anglais travaillant pour une institution considérée comme prestigieuse par le passé,
il en aurait fallu bien moins que ça pour considérer que Ferguson était le type parfait du charlatan. Mais il y a mieux. Pour se protéger de la pandémie, la Commission européenne accrédita plusieurs groupes pharmaceutiques anglo-saxons, dont le fameux groupe Pfizer. Il semblerait là encore que par le seul fait qu'il soit américain, le groupe Pfizer fut digne de confiance pour concevoir à la hâte un vaccin qui fut inoculé à des millions de gens en Europe et dans le monde. Les autres vaccins proposés par d'autres pays comme la Russie ou la Chine ne furent pas accrédités en Occident. Pour en revenir à Pfizer, la Commission prit-elle en compte le passif du laboratoire ? Apparemment non, car le fait qu'il fût américain était la principale caution de sérieux et de qualité. Or, dans les 20 dernières années, Pfizer a écopé de plus de 10 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour charlatanisme et pour les effets secondaires indésirables des médicaments que cette société commercialise et aussi pour ses tentatives de corruption à l'étranger. Les amendes ont été de 60 millions d'USD pour la corruption, pour les tentatives de corruption de Pfizer. Les conséquences de la participation de grands groupes pharmaceutiques tels que Pfizer au programme mondial de vaccination contre le Covid restent à ce jour à déterminer. Alors que les États-Unis représentent seulement 4,2% de la population mondiale, ils représentent à eux seuls 20% des décès attribués à l'épidémie de Covid, preuve la plus flagrante, s'il en est, qu'ils sont les derniers à pouvoir donner des conseils et proposer des remèdes. Mais qu'importe. Pour la petite histoire, par la seule caution de leurs agences de cotation, les États-Unis, à partir de 2004, ont réussi à fourguer aux banques européennes leurs fameuses obligations basées sur des crédits hypothécaires, les CDO, Collateralized Debt Obligations, qui furent à l'origine de la crise bancaire en Europe à partir de 2008. Parmi les pays de l'OCDE, seul le Japon fut épargné parce que les Japonais ne comprenaient pas les contrats correspondants rédigés en anglais. À cette exception près, le suzerain a bien sûr le droit de rançonner ses vassaux avec l'acquiescement et même la bénédiction de ces derniers. Pour en revenir aux épidémies, Ferguson n'est pas le seul à avoir prévu l'Armageddon de l'humanité par le risque épidémique. En 1987, l'animatrice Oprah Winfrey annonce à la télévision états-unienne, et avec le plus grand sérieux, qu'un hétérosexuel sur 5 dans le monde courait le risque de mourir du sida au cours des 3 années suivantes. Le ministre de la Santé des États-Unis, Otis Bowen, le 16e secrétaire à la santé, comme on le nomme aux États-Unis, déclarait « Si nous ne faisons rien, l'épidémie de sida se révélera bien pire que l'épidémie de peste noire. » Everett Koop, qui lui succède dans son poste, fera lui aussi des prédictions tout aussi farfelues, mais qui seront prises très au sérieux par le reste du monde occidental. Pour info, l'épidémie de peste noire, qui débuta en 1347, élimina entre un tiers et la moitié de la population européenne, alors que, en ce qui concerne le Covid, ou la Covid, la mortalité globale fut de 0,03% concentrée sur les personnes en fin d'espérance de vie. Aucune comparaison n'est possible. Pour en revenir au sida, en ce qui concerne la seule France, environ 10 000 personnes contractèrent cette maladie entre 2000 et 2020, et donc sur une période de 20 ans, seuls 3 237 morts furent enregistrés. Là encore, les seuls pays anglophones furent à l'origine des paniques et des obsessions sanitaires que ces annonces ont provoquées dans le monde entier. Mais il y a mieux. Passons maintenant aux annonces de catastrophes écologiques. En 1971, Herbert Borman du Yale and Dartmouth College aux États-Unis, là encore, découvrit ce qu'il appela les pluies acides. En 1986, 2 scientifiques états-uniens, Ross Howard et Michael Perley,
publièrent un livre sur le sujet qui s'ensuivit en 1986 d'une conférence internationale réunissant 60 chefs d'État et de gouvernement. Ces pluies acides étaient censées dévaster les forêts d'Amérique du Nord et du nord de l'Europe, particulièrement en Allemagne. En fait, les arbres composant ces forêts étaient malades et donnaient des signes de dépérissement qui disparurent quelques années après. Aujourd'hui, plus personne ne parle de pluie acide alors que les industries polluantes qui étaient à l'origine de la variation du pH de ces pluies n'ont pas disparu. Même chose pour le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, découvert et annoncé par des chercheurs britanniques en 1985 et qui a disparu totalement de l'attention médiatique puisque le trou est d'origine naturelle et qu'il affecte de toute façon des zones où la vie terrestre n'existe quasiment pas, comme c'est le cas en Antarctique. On se souvient également de la théorie du pic pétrolier ou peak oil et qui prévoyait la fin du pétrole dès 1990. Là encore, l'origine de cette théorie est l'États-Unien David White, un géologue de l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Mais une kyrielle d'autres scientifiques américains lui emboîtèrent le pas et dont l'énumération serait fastidieuse. C'est eux qui ont donné de l'épaisseur à l'annonce de la théorie du pic pétrolier et qui ont utilisé les relais de presse états-uniens pour transformer cette théorie en croyance presque partout dans le monde. La fin du pétrole est pourtant une histoire sans fin, à laquelle seuls les Russes n'ont pas cru, étant donné qu'ils ont établi que le pétrole n'a pas une origine organique, mais minérale, et qu'il se forme de manière continue dans les profondeurs de l'écorce terrestre par combinaison endothermique de carbone et d'eau en présence d'oxyde de fer qui semble agir comme catalyseur. Toujours est-il que la diffusion de la théorie du pic pétrolier dans le monde occidental a stérilisé et arrêté la recherche de nouveaux gisements et de nouveaux puits dans les 15 à 20 dernières années. Cela a eu pour conséquence une augmentation des prix du pétrole qui ont quasiment doublé ces dernières années, affectant ainsi aujourd'hui des centaines de millions de gens de par le monde et entraînant une inflation que l'on n'avait pas vue depuis presque 50 ans. Le 29 juin 1989, une nouvelle émanant de New York, là encore, et relayée par les télévisions du monde entier, annonçait que plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots si le réchauffement de la planète se confirmait. La même année, les climatologues états-uniens prévoyaient une augmentation de la température moyenne du globe de 7 degrés centigrades à l'orée du XXIe siècle. En 1992 eut lieu le sommet de Rio, à l'initiative du Canadien anglais Maurice Strong, l'homme lige de David Rockefeller. Depuis, le GIEC a été constitué. Sa composition est internationale, mais il est de facto piloté par les anglo-saxons, à l'image de l'OTAN. Le GIEC a établi qu'il y avait réchauffement climatique, dont la cause est l'activité humaine par la combustion des hydrocarbures fossiles. La presse à grand tirage et les autres médias audiovisuels n'arrêtent pas de signaler les températures positives extrêmes qui peuvent survenir de temps à autre d'un bout à l'autre de la planète. Cela a eu un écho important, particulièrement en Europe, où la régression des glaciers alpins est une réalité spectaculaire. Tous les alpinistes le savent, puisque le phénomène les affecte directement. Cependant, si on se focalise sur ce cas, la régression des glaciers alpins est due également à une forte diminution des précipitations sur l'ensemble de l'arc alpin dans les 40 dernières années. Or, n'importe quelle langue glaciaire s'alimente par un bassin de réception dans lequel s'accumulent les précipitations sous forme de neige à partir d'une certaine altitude, qui est d'ailleurs variable suivant la saison. Or, les estimations de variations pluviométriques sur les Alpes vont jusqu'à moins 60% au cours des 40 dernières années. Les climatologues du GIEC nous rétorquent que le réchauffement climatique s'accompagne automatiquement de sécheresse.
Curieux raisonnement, puisque quiconque passe d'un climat tempéré à un climat tropical sait que les précipitations en climat tropical humide peuvent être de véritables déluges. Des climatologues francophones, et bien d'autres aussi d'origines diverses bien sûr, ont mis très sérieusement en doute l'origine anthropique du réchauffement climatique. Mais c'est peut-être en France qu'on en entend le moins parler. Le très sérieux climatologue Marcel Leroux, qui a enseigné la climatologie à l'université de Lyon et qui fut aussi directeur du laboratoire de climatologie, est presque inconnu du grand public en France, car il a déclaré que le réchauffement climatique était, selon lui, un mythe. Il est à l'origine de la théorie des anticyclones mobiles polaires et de modèles qui confirment pleinement les observations actuelles et qui confirment aussi l'évolution perpétuelle du climat à l'échelle de la planète. Marcel Leroux a parfaitement expliqué les variations pluviométriques et les tendances vers les extrêmes dans les deux sens qui affectent pratiquement toutes les zones habitées de la planète. Il a expliqué que des zones se réchauffent tandis que d'autres se refroidissent. Concernant les glaciers, il notait que, contrairement aux glaciers alpins, les glaciers de Patagonie demeurent, eux, parfaitement stables. La vérité est qu'il n'existe strictement aucun consensus parmi les scientifiques et les climatologues sur les conclusions du GIEC, qui est à l'initiative du monde anglo-saxon et piloté par ces derniers. Dans le monde francophone, François Gervais, qui fut d'ailleurs affilié au GIEC, est un climatologue climato-sceptique, comme on dirait aujourd'hui. Il est accompagné par le géophysicien Vincent Courtillot, par Claude Allègre, ancien ministre français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans son livre intitulé Climat de panique, l'ingénieur Yves Lenoir, expert en modélisation mathématique, a démontré l'inanité des hypothèses faites pour la construction des modèles du GIEC. Plus récemment, le docteur en physique Jérôme Alzan a consacré une importante section de son livre « Mythes et réalités de la science » à ce sujet et il parvient à des conclusions identiques. Je dois préciser que je n'ai strictement aucune compétence professionnelle pour aborder le sujet du réchauffement climatique et je dois donc me référer à des experts. Mais il est facile de constater que, en dépit du matraquage médiatique sous pression anglo-saxonne, il y a tout sauf consensus entre les climatologues à propos des origines des changements climatiques. Un modèle mathématique qui sert à une simulation numérique en vue de prédire l'avenir doit être validé sur des paramètres obtenus antérieurement par mesure directe. Et même si cette condition est remplie, les prévisions faites sur la base de modèles mathématiques du climat sont forcément hasardeuses du fait que dans le cas de phénomènes naturels, il est impossible de dénombrer tous les facteurs les influençant. Il faut également mentionner l'œuvre d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Leroy-Ladurie n'est pas un climatologue mais un historien qui s'est intéressé aux fluctuations climatiques depuis l'an 1000. Le thermomètre fut inventé par le jésuite Jean Le Rochon en 1624 et perfectionné par des Italiens par la suite. En dépit du fait que les archives historiques ne mentionnent pas de mesures de température avant la fin du XVIIe siècle, il est néanmoins possible de connaître les fluctuations du climat durant le millénaire qui vient de s'écouler. Quand les rivières gèlent, les documents historiques le mentionnent. Quand des tombereaux peuvent traverser sans danger un fleuve gelé, on a une idée de la température et de sa durée. Et c'est la même chose pour les canicules, les périodes de sécheresse et leur durée, et les famines qu'elles peuvent engendrer. Trop de pluie ou trop de sécheresse peuvent détruire les récoltes de céréales et engendrer des troubles sociaux qui sont dûment répertoriés par les historiens et les chroniqueurs. C'est ainsi qu'on sait qu'une période de canicule exceptionnelle a frappé l'Europe occidentale en 1719 pour avoir fait 450 000 morts en France, surtout parmi les bébés. Ces fluctuations climatiques affectent tous les continents.
Steinbeck, dans Les raisins de la colère, décrit la chaleur et les sécheresses des années 30 aux États-Unis qui ont ruiné un certain nombre de fermiers états-uniens. De la même manière, les fluctuations climatiques en Afrique conditionnèrent la mise en place des populations africaines et expliquent leurs diverses migrations dans le temps. Il est absolument alarmant de constater que tout événement climatique actuel, dûment répertorié, mais ne s'inscrivant pas dans les prévisions actuelles, est systématiquement ignoré des médias, car des sommes colossales sont en jeu. Les États-Unis ont créé les taxes et les crédits carbone, négociables, avec les justifications que l'on connaît. Le reste de l'Occident, totalement subjugué par la Mecque états-unienne de la science climatique, a acquiescé et collabore activement à brandir la menace climatique qui est clairement interprétée par les Africains et les peuples d'Asie comme une entrave claire à leur développement. Le 13 décembre 2021, au Conseil de sécurité de l'ONU, des Nations Unies, la Russie a opposé son veto à une proposition visant à rendre légale toute intervention militaire au nom du réchauffement climatique. Dans les faits, le texte proposé aurait mis à bas la souveraineté des États. Là encore, ce sont les États-Unis qui, au cours des mois précédant le vote, étaient parvenus à obtenir le soutien de 113 des 193 membres des Nations Unies. Mais voyons d'un peu plus près quelques échantillons d'événements climatiques qui ne semblent pas confirmer les résultats des modèles de prévision du climat. Je vais prendre des exemples très récents sur tous les continents pour lesquels je dispose d'illustrations probantes. Commençons par l'Amérique du Nord. Sur cette première illustration, nous voyons des températures très basses pour le Yukon, mais nous sommes ici en janvier et tous les Canadiens savent qu'il fait froid au Yukon en hiver. Je passe donc à la deuxième illustration qui, cette fois-ci, correspond au 8 avril. Nous voyons qu'une tempête de neige balaye ici tout le nord-ouest des États-Unis avec des températures très inférieures au normal de saison. A-t-on évoqué cet épisode climatique exceptionnel dans les médias européens? Non, absolument pas. Dans l'illustration suivante, on voit les températures pour le 8 avril 2022 dans le sud-est des États-Unis. Ces températures sont en degrés Fahrenheit et bien inférieures au normal de saison. Le 19 avril, une autre tempête de neige balaye le nord-est des États-Unis. Encore une fois, bien qu'étant une occurrence exceptionnelle pour la saison, elle demeure ignorée des médias, sauf des médias locaux bien entendu. Dans l'illustration suivante, c'est la hauteur de neige qui tombe sur la moitié ouest des États-Unis entre le 8 et le 24 mai qui est représentée. L'image suivante montre un lac du Minnesota qu'on peut encore traverser à pied alors que la photo est prise le 17 mai. Sur l'image suivante, on voit les hauteurs de neige attendues sur les Rocheuses le 19 mai, ainsi que les températures négatives attendues dans cette zone. On voit par la suite les records de température battus pour certaines localités du Wyoming et du Colorado à cette date. La situation est similaire au Canada, où l'île de Vancouver montre 150% de couverture neigeuse par rapport à la normale pour le mois de juin. On passe maintenant au Mexique, qui affiche des températures bien inférieures à la normale pour le mois de mars. On remonte maintenant au Canada, à Toronto, qui a affiché la 4e température la plus basse jamais enregistrée un 28 mars. L'image suivante montre Montréal sous la neige, le 19 avril 2022. Passons à l'Amérique du Sud, où on voit la neige plus d'un mois à l'avance par rapport au début de l'hiver. L'image suivante montre une moissonneuse-batteuse fauchant des céréales en Argentine un 27 mai, dans des champs qui sont déjà partiellement couverts de neige. Les deux images suivantes montrent les déviations de température par rapport au normal dans le cône sud de l'Amérique du Sud, avec moins 2,1 degrés centigrades pour Santiago,
une température que l'on n'avait plus vue depuis 1969. N'oubliez pas que Santiago est très proche de la mer. Enfin, la dernière image montre les températures extrêmes pour la région de Lima, au Pérou, qui est située, rappelons-le, à 12 degrés de latitude sud, quand le tropique du Capricorne est à 23 degrés de latitude sud. Donc situé entre l'équateur et le tropique, au niveau de la mer. Observation similaire en Asie, qui montre des températures bien plus basses que les normales, au Vietnam, en Thaïlande, à Hong Kong, en Chine et au Japon. Ce dernier pays, avec le Pakistan, a reçu des chutes de neige exceptionnelles en 2022. En Nouvelle-Zélande, même topo. Regardons bien la carte des températures pour le 27 février. Ces températures sont en degrés Celsius et il s'agit de l'été austral, puisque la date du 27 février correspond à la date du 27 août dans l'hémisphère nord. 4 degrés centigrades pour Christchurch, 13 degrés pour Wellington, la capitale, 8 degrés à Rotorua. En Australie, on peut voir les déviations de température par rapport au normal avec des poussées de froid remontant jusqu'au Queensland, la partie tropicale est de l'Australie, qui inaugure cette année le meilleur début de la saison de ski par rapport aux 50 dernières années. Même tendance en Afrique australe, où au Zimbabwe, on est proche des records inférieurs absolus de température. Enfin, la dernière image montre les déviations de température par rapport au normal pour l'Antarctique et les déviations pour l'ensemble de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Là encore, il est quasi impossible de trouver la moindre trace de ces situations climatiques dans les médias de grande diffusion qui ne cessent de nous rebattre les oreilles avec des records de chaleur. En dépit d'une déviation de plus 0,3 degrés centigrades dans la température moyenne de l'hémisphère nord, on note des anomalies en Europe également. Température très basse au Monténégro et dans les pays scandinaves. Neige hivernale à Athènes en Grèce au mois de mars, alors que commence en principe la saison touristique. Température de printemps très basse sur les îles britanniques. On fait du patinage sur glace en Hollande le 3 avril et certaines villes françaises affichent des températures négatives proches des records. Il neige en Arabie pour le Nouvel An 2022 et le journal francophone de Beyrouth, L'Orient le Jour, note un mois de mars polaire au Liban. En Turquie, Istanbul se couvre de neige le 19 mars 2022. Les médias de grande diffusion, qui sont tous dans la ligne définie par les États-Unis, ont fait une impasse totale sur tout cela, car les modèles du GIEC ne peuvent en aucun cas expliquer ces déviations flagrantes par rapport aux prédictions qui ont été faites. L'internationalisation des élucubrations pseudo-scientifiques américaines par l'intermédiaire du GIEC fut couronnée par le prix Nobel de la paix en 2007, attribué au GIEC, alors qu'Alfred Nobel avait spécifié dans les règles d'attribution de son prix que seuls des chercheurs individuels pouvaient en être les lauréats. Bis repetita avec le prix Nobel de physique 2021, attribué pour la moitié à 2 experts de la modélisation du changement climatique. L'américano-japonais Syukuro Manabe, 90 ans, et l'allemand Klaus Hesselmann, 89 ans, pour, je cite, la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique. Et pour l'autre moitié, au théoricien italien Giorgio Parisi, 73 ans, pour, je cite, la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planétaire. Notons qu'il ne s'agit pas ici d'une science exacte comme la physique, car ce qui caractérise une science exacte, c'est la reproductibilité des résultats des expériences.
Il faudrait donc dans ce cas garantir l'exactitude absolue des prévisions qui ne peuvent être qu'approximatives dans le meilleur des cas, ou être totalement éloignées de la réalité, comme on a pu le voir avec la pléthore d'exemples avérés que j'ai mentionnés. Le lecteur pourra se référer à l'ouvrage d'Hacène Arezki intitulé « Climat, mensonges et propagande » qui tire des conclusions analogues. On pourrait faire la même remarque pour le prix Nobel d'économie créé en 1969 par la Banque de Suède pour glorifier les économistes de l'école de Chicago, alors que l'économie n'est pas une science exacte, puisque les résultats de la même expérience peuvent facilement conduire à des résultats différents. Fermons la parenthèse. Revenons-en aux exploits scientifiques états-uniens. Nul n'a plus influencé les esprits que l'exploit de la mission d'Apollo 11 qui, le 21 juillet 1969, a déposé sur la Lune 3 astronautes. Je séjournais à l'époque chez mes parents qui vivaient sur la Côte d'Azur dans le sud-est de la France et qui n'avaient pas encore la télévision. Pour l'occasion, mes parents avaient décidé d'assister à la retransmission en direct de l'atterrissage du LEM sur la Lune au bistrot du coin qui avait été investi par quelques dizaines de personnes du quartier. Nous sommes restés là jusqu'à plus de 4 heures du matin. Les vidéos retransmises étaient en noir et blanc et de très mauvaise qualité, mais nous avions tous le sentiment d'assister à un événement hors du commun. Cet exploit eut des répercussions durables dans les esprits et le prestige scientifique des États-Unis, alors embourbés dans la guerre du Vietnam, s'en trouva incroyablement renforcé. Des photos de bien meilleure qualité furent publiées plus tard. Les 6 missions Apollo ont ramené aussi 382 kilos de sol lunaire, mais presque personne en dehors de la NASA n'a jamais été autorisé à les voir. En fait, en dépit des annonces faites que les Américains allaient distribuer généreusement des échantillons aux laboratoires du monde entier, seul l'URSS en reçut 2 grammes et la Chine 1 gramme. Ils ont reçu ces échantillons très peu de temps et ont dû les renvoyer sans perte de masse. Les échantillons ramenés par les Luna soviétiques 16, 20 et 24 présentaient une couche de fer pur d'une épaisseur de 20 angstroms. Un angstrom est égal à 0,1 nanomètre. Cette découverte fut présentée à Caltech par le professeur Bogatikov, mais on lui rétorqua que les chercheurs américains l'auraient trouvé aussi dans leurs propres échantillons et que cela n'était pas possible. Sur ce, un mois passe et les Américains déclarent qu'ils ont, eux aussi, trouvé une couche de fer dans leurs échantillons sans jamais en fournir aucune preuve. Quelques mois après la mission d'Apollo 11, des doutes commencent à faire surface dans le narratif de la NASA aux États-Unis. Les photos ont été analysées et il apparaît évident que la plupart des photos censées avoir été prises sur la Lune ont été en fait prises en studio. Beaucoup plus tard, en 2000, le livre de Philippe L'Heureux paraît en France. Il s'intitule « Lumière sur la Lune ». Mais L'Heureux ne fait que reprendre des analyses faites aux États-Unis depuis belle lurette. Le livre de L'Heureux bénéficie d'une couverture médiatique sans précédent, puisque son livre est présenté lors des nouvelles sur une grande chaîne de télévision publique. La NASA ne réfute pas les conclusions du livre. Il demeure évident que les photos ne sont pas authentiques. Elles ont été faites en studio. On apprendra par la suite qu'au moins 20% des Américains mettent en doute l'atterrissage des astronautes sur la Lune. De nombreux argumentaires sont avancés, dont on peut trouver un résumé à l'adresse suivante. Il est aujourd'hui impossible de prouver de manière formelle que les Américains n'ont pas atterri sur la Lune, et je n'ai donc aucune intention de rentrer dans ce débat. Néanmoins, la question qui se pose est la suivante. Si on commence à mentir, à propos des photos, j'entends, où s'arrête le mensonge? Telle est la question. Mais cette question fut néanmoins lancinante pour les Américains et à tel point qu'une fiction
cinématographique fut conçue par le réalisateur Peter Hyams. Elle est intitulée Capricorn One et est sortie sur les écrans en 1978. Dans ce film, qui est inspiré des missions Apollo, jusqu'à reproduire presque exactement certaines de leurs scènes, la mission Capricorne est d'envoyer 3 astronautes sur Mars et de les ramener sains et saufs. Cependant, tout le programme est truqué et juste avant le décollage, les astronautes sont escamotés de la fusée et envoyés vers une base militaire désaffectée à quelques centaines de kilomètres au nord de Houston, où un décor martien a été posé pour qu'ils y jouent leur rôle d'explorateurs de la planète Mars. Je vous propose d'en visionner quelques extraits. Je tenais à ce que vous sachiez que ce matin, je sens que tout ce à quoi je me suis consacré prend sa signification et je suis très fier. Fier de ce programme, fier de la modeste contribution que j'y ai apportée et fier de vous. Je serais content de vous donner cette Bible pour le vol. Recevez-la de ma part et de la part de nous tous. Horace, je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, essaie de ne rien dire pour changer. Horace, merci. Nous sommes très touchés et heureux d'emporter. Messieurs, cette fois, en route pour Mars. Ici Paul Cunningham, QG de l'opération Capricorne. Nous sommes à H-21 minutes. Les épouses des astronautes seront ramenées à Houston après le lancement par l'avion de liaison avec le Cap. Bonjour, sénateur Peter. Nous avons réservé 3 des meilleures places pour vous et le général Enders à côté du vice-président. Il est déjà là? Bravo, c'est vraiment un sport de votre part, ministre. Je suis sûr que le président sera ravi d'apprendre que vous le soutenez dans ses entreprises. Le président jouirait considérablement plus de mon humble appui s'il essayait de se montrer plus coopératif sur ce programme. Alors, vous savez que le président porte un grand intérêt à ce programme. Et je porte un grand intérêt à un tas de choses, y compris au parti de bridge de ma femme. Ça n'a rien à voir avec l'appui qu'on peut donner. Alice, il y a un grand nombre de citoyens américains qui pensent que nous avons des problèmes ici sur la Terre, qui méritent qu'on s'y attache avant de dépenser des milliards de dollars pour les conquêtes spatiales. Et un grand nombre d'Américains pensent qu'il n'y a rien de plus pressant que le problème du déclin de notre position en face des Russes. Ravi de vous avoir revu aujourd'hui, Alice. Tout le plaisir a été pour moi, monsieur le vice-président. Ici Paul Cunningham, QG Capricorne. Vous êtes à H plus 2h16 minutes. Le vaisseau spatial est maintenant sur orbite elliptique. Apogée 140 000 nautiques, périgée 182 000 nautiques. Le contrôle de la mission annonce que le contact avec l'équipage est parfait. Ici, centre de contrôle Capricorne. Bienvenue, colonel Brubaker. Voulez-vous venir avec nous? Je ne veux aller nulle part tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce qui se passe. Soyez tranquille, on va vous l'expliquer. Pas d'histoire, je veux savoir tout de suite. Colonel, je sais ce que tout cela est étrange, mais nous travaillons tous dans le même but. Nous ne sommes pas vos ennemis. Bon alors allons-y. Je me rappelle quand Glenn a fait sa première orbite dans Mercury. On avait mis des téléviseurs dans le hall de la gare de Grand Central. Et des dizaines de milliers de braves gens ont manqué leur train pour regarder. Le jour où Apollo 17 a atterri sur la Lune, bon nombre de téléspectateurs ont téléphoné pour se plaindre parce que le vieux film Les Incorruptibles avait été retardé. Un vieux film, je vous demande un peu. À la rigueur, j'aurais compris si ça avait été une nouvelle version. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que marcher sur la Lune sinon un vieux film? Ah, Seigneur. Alors, d'un seul coup, tout le monde a commencé à demander à combien reviennent ces travaux, si ça vaut la peine de dépenser 20 milliards pour aller sur une autre planète. A-t-on oublié le cancer, les taudis, enfin, combien tout cela coûte-t-il? Combien chacun de ces rêves coûte-t-il pour l'amour du ciel? Et depuis quand y a-t-il un comptable pour chiffrer les idées? Vous savez qui assistait au lancement? Pas le président. Le vice-président, c'est tout. Le vice-président et sa rondouillarde petite épouse. Il était occupé, le président. Ce n'est pas exact. Il est juste un peu inquiet. Il y a de cela 2 mois environ, il a mis ses pieds sur le bureau de Woodrow Wilson d'un air là. Et il a dit, Jim, il faut réussir. Le Congrès ne va pas me rater. Il est à l'affût d'une raison pour arrêter le programme. Pas question de subir un autre échec, vous le comprenez. Il faut un succès. Calloway, mes vœux sont avec vous. Tous ces vœux, je vous crois. Je n'ai eu ensuite affaire qu'à son vice-président, ce tartuffe inconsistant. Et voilà où on en est. Après tant de jours d'espoir, tant de rêves et d'efforts, je le revois. Avec la bannière étoilée derrière sa chaise en train de me dire « Pas question d'essuyer un échec, vous comprenez ?» Et que s'est-il passé aujourd'hui? Échec superbe. Un bel échec, un beau gaspillage, made in America dans toute sa splendeur.
En 2 mots, les braves gens d'Acon Amalgamate ont livré le système de survie, un système bon marché, de façon à faire un bénéfice sur l'affaire. Tout est donc pour le mieux pour tout le monde. L'Acon Amalgamate remplit ses poches, nous avons le système de survie désiré. En somme, tout est parfait. Excepté que la compagnie a réalisé peut-être un peu trop de bénéfices. Nous avons découvert cela voilà 2 mois. Ça ne peut pas tenir. Vous seriez morts tous les 3 au bout de 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à faire mon rapport et annuler simplement la mission. Alors le Congrès tient enfin un prétexte. Le président reste assis à sa place et nous n'avons plus de programme. Au fond, qu'est-ce que c'est? 16 ans, à peine une goutte de pluie dans la mer. Et ceci termine le discours. Maintenant, nous arrivons au point que l'on nomme la minute de vérité. Accompagnez-moi. Je veux vous montrer quelque chose. Roger Houston, TMI, temps de combustion sera 5 minutes 45 secondes. Roger Capricorn. Le temps de combustion du gaz Delta est de 3 secondes,3. Il y a une porte ici, je vais l'ouvrir et nous entrerons dans une autre sphère. Si vous voulez venir, vous comprendrez mieux. J'essaierai de répondre à vos questions. Après quoi, mais suivez-moi plutôt. Même pas t'en sortir avec ça. Je ne sais pas, c'est une chance à courir. Peut-être pas très solide, mais c'est une chance. Et qui est au courant? Personne, ou presque. Houston transmet les données du véritable vol. Toutes les mesures viennent du module de commande ainsi que vos voix et les données médicales. Nous avons tout enregistré au cours des différents vols simulés. Cela, il l'ignore. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars, c'est tout. Juste les transmissions télévisées. Ah, mais c'est tout. Juste les transmissions télévisées. Nous avons inséré un changement dans l'ordinateur de bord, afin que le vaisseau spatial se pose à 200 miles du point de chute prévu quand il reviendra sur la Terre. Un avion vous conduira sur une île proche de ce point. Ensuite, vous trouverez sur place un hélicoptère. L'hélicoptère vous amènera à la capsule spatiale et on vous placera à l'intérieur. Quant à la récupération, il faut compter un minimum d'au moins 1h30 pour atteindre le point d'impact, ce qui vous donnera le temps de vous installer dans la capsule. Quand le premier porte-avions sera sur les lieux, les hommes grenouilles vous trouveront à l'intérieur de l'habitacle et ils vous sortiront du vaisseau spatial. Tu as pensé à tout, Jim. Je ne sais pas, mais je l'espère. Naturellement, tu es sûr qu'on va marcher, hein? Je n'en suis pas sûr. Que fais-tu si c'est non? Je l'ignore. Ne dites pas non. Et à ce moment-là, la speakerine sort pour nous dire qu'on est filmé par la caméra invisible. Oui, Lise, crois-tu que tout ça me plaît? Crois-tu que je réalise vraiment que c'est moi qui organise cette mise en scène démentielle? Moi? Que c'est moi qui vous raconte tous les subterfuges qu'il a fallu employer? Et cette île à 200 miles de la zone prévue? Eh bien non, je ne sais même pas ce que je fais exactement. Mais je tiens si fort à notre travail que je crois que ça en vaut la peine. Je n'en suis pas certain. Je le crois, c'est tout. Et moi, je pense que je vais dégueuler. Bravo, voilà qui résoudra tout. Et cette comédie est censée servir à quoi? À empêcher de mourir quelque chose qui doit continuer. Avant de commencer à moraliser, faites un retour en arrière. Songez à ce que nous avons fait, à ce que nous avons encore à faire dans cette voie. Songez à ce que nous avons représenté pour notre pays. À présent, personne ne porte plus d'intérêt à quoi que ce soit. Les bonnes gens bouclent leur garage, s'enferment ensuite chez eux, ils se cachent dans leur placard, ils ont peur, ils ont même peur d'allumer leur téléviseur, tellement ils redoutent ce qu'on va leur annoncer aux nouvelles du soir. Il ne reste plus rien maintenant à quoi on puisse croire. Et vous voulez faire éclater cette histoire au grand jour? Dieu sait quelle réaction cela pourrait provoquer dans les esprits moyens. Je suis consterné, si totalement consterné que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'avance sur un fil pendu par le bout des doigts, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Ah bah, allez-y, vous, si vous voulez être de ceux qui donnent une raison de plus à leurs contemporains pour renoncer, pour abdiquer. Finalement, je termine sur 2 citations qui valent leur pesant d'or car elles émanent de 2 sommités de 2 revues scientifiques emblématiques du monde anglo-saxon. La Mecque de la science anglo-saxonne est désormais sujette à caution. Ce n'est pas moi qui le dis. Le titre de ma vidéo numéro 10 n'est plus adéquat car les mirages et ravages de la pseudo-science s'expriment désormais en anglais. Si cette vidéo vous a intéressé,
Rediffusez-la dans votre entourage sans modération. Posez vos questions et faites-nous parvenir vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Pensez à faire une donation à Impératif Français. Encouragez les francophones au Québec et hors Québec à rejeter la chape de plomb de l'anglais que trop de gens encore considèrent comme émancipatoire, alors qu'elle est une arme de sidération des foules qui nous enferme au contraire dans une prison mentale et qui transforme la plus grande partie du monde occidental en vassaux hébétés des anglo-saxons. Dans la prochaine vidéo, je présenterai encore quelques exemples d'impostures scientifiques anglo-saxonnes et je traiterai du problème des limitations imposées par les diverses langues pouvant être utilisées pour la publication scientifique. Je devais en parler dans cette vidéo, mais ce sera pour le mois prochain. Bonne fin de journée à tous.